Je suis très heureux d'être ici avec mes collègues Tania et Barbara qui vont vous présenter nos expériences de collaboration et de partenariat avec le ministère et avec d'autres compagnies de l'écosystème québécois pour la réponse à la pandémie. Aquinox est une compagnie qui développe une plateforme d'automatisation des processus en santé et qui a été appelée par le ministère à servir pour l'orientation vers le dépistage, le traçage des enquêtes de cas, de traçage, une application que vous connaissez probablement, Vaccicode, Vaccicode Vérif, l'épreuve de vaccination. Donc, on a tous moins de 20 ans. Ça paraît peut-être pas, mais c'est notre collaboration avec le ministère dans ces 2 ans de pandémie, c'est ça que ça fait. C'était vraiment ça a permis de déblayer des innovations, de permettre d'ouvrir la porte à des façons de travailler en agile et aussi à des accès à l'exploitation de la donnée. Je pense d'une façon qu'on cherchait tous depuis longtemps. Et j'ai bon espoir que ça permette de percoler dans tous les projets ce genre d'ouverture à l'innovation que la pandémie nous a permis dans ces projets-là. Et on va être très intéressés d'en apprendre plus à votre sujet, sur vos activités, vos rôles, et puis sur vos propres objectifs au niveau de la valorisation des données, obstacles et solutions possibles. Donc, sans plus attendre. Super. Merci. Pardon. Bonjour, bienvenue. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Juste à l'enlever un peu. S'il vous plaît. Comme ça? Yes. C'est mieux? Super. Donc, on va se présenter. Moi, c'est Tania, je suis analyste d'affaires. Ça fait plus de 20 ans que j'œuvre dans le domaine des TI. Je suis une passionnée de développement logiciel, d'agilité, puis de transformation organisationnelle. J'ai rejoint Aquinox en mai 2020, au tout début de la pandémie. Et puis depuis, j'ai été appelée à contribuer dans tous les projets qu'on a mis en place en réponse à la pandémie. Barbara Philippot, je suis analyste en intelligence d'affaires. Ça fait maintenant 15 ans que j'évolue dans le monde de la donnée dans différents rôles. Et j'ai rejoint Aquinox il y a 1 an et demi. Je suis en charge de l'exploitation des données de la pandémie. Okay, on va vous parler de les projets qu'on a faits en temps de pandémie. Donc, au départ, sûrement que vous connaissez bien les réalités du système de santé. Probablement que certains d'entre vous les vivent au quotidien. Et puis, M. Kobrinski les a bien présentés ce matin. Mais on va quand même faire un petit survol plus spécifique à la santé publique. Donc, au départ, chaque région procède sa propre solution pour faire la vigie sanitaire. Fait que les systèmes sont vieux, ne sont pas toujours mis à jour. Et il y a des solutions qui roulent encore, qui avaient été faites sur MS-DOS. Le fait que les systèmes sont disparates, eh bien, c'est lourd au niveau cognitif pour les utilisateurs, passer leur journée à basculer d'un système à l'autre. C'est certain qu'on perd en efficacité, puis on perd en qualité des données. Parce que justement, cette donnée-là, elle est beaucoup manipulée manuellement. Les résultats de laboratoire sont transmis par fax. Les données sont saisies dans autant de systèmes qu'on en a besoin pour les exploiter. Les systèmes ne communiquent pas entre eux. Puis même, on emploie des centaines d'agents de saisie qui ont comme pour principale tâche de copier-coller des données d'un système à l'autre. Et oui, on fait des erreurs de saisie, souvent dans des variables critiques, comme des dates qui servent à calculer des délais, des périodes d'isolement. Il y a du coup de plus facile que de faire une erreur en transcrivant une date, année, mois, jour, mois, année. Aussi, on perd du temps, mais on allonge le délai. Fait que des fois, il y a plus de 24 heures qui peuvent se passer entre la déclaration d'un résultat puis la prise en charge par la santé publique. Même, on dit qu'une région qui avait un indicateur sur l'épaisseur de la pile de papier qui sortait du fax à trier entre la COVID puis des autres maladies. À un moment donné, au début de la deuxième vague, on s'est retrouvé avec 2 piles de papier. Il y en a juste une des 2 qui a été classée, qui a été traitée pendant 2 jours. Endiguer une pandémie, c'est une course contre la montre, hein, on le sait tous. Bien, il y a un impact énorme à accumuler des cas pendant 2 jours sans les contacter. Finalement, au niveau de l'organisation du travail, on fait face à une organisation qui est beaucoup en silo. Il y a peu de collaboration entre les diverses organisations du réseau. C'est une mentalité hiérarchique. Il y a beaucoup de paliers décisionnels. On a de la difficulté à développer des projets, à obtenir de la donnée.
des enjeux réglementaires. La loi d'accès aux données au Québec, elle donne l'appartenance de la donnée à l'établissement. Alors, on a beaucoup de difficultés à avoir de la donnée au niveau provincial. Des fois, ça peut prendre des mois, même des années, à avoir une solution. Avec tous ces enjeux-là, on fait ressortir des besoins critiques qu'il fallait adresser en urgence. Donc, on l'a entendu beaucoup ce matin. On veut accéder à des données en temps réel, les cas, les contacts, les tests, les hospitalisations. On a besoin de ça pour prendre des décisions critiques sur les mesures sanitaires. Il faut centraliser puis alimenter les systèmes entre eux. Aussi, quand on fait face à une transmission communautaire élevée, bien, il faut impliquer les citoyens. Puis là, en ce moment, on n'a pas d'outils. Dans ce temps-là, on n'a pas d'outils pour impliquer les citoyens. Finalement, il faut que la santé publique soit capable de mesurer la performance de sa gestion de la pandémie. Selon l'OMS, un élément clé pour endiguer la pandémie, c'est de réduire le délai entre le dépistage et l'isolation. Alors que les résultats de laboratoire sont transmis par fax et que les enquêtes de cas sont saisies manuellement, bien, on n'a aucune façon de suivre ce délai. Le virus évolue, bien, les systèmes aussi doivent évoluer, ne serait-ce que de permettre le travail à la maison. Il faut trouver des nouvelles façons de faire. On se rappelle, en avril 2020, les travailleurs de la santé sont encore tenus de se présenter au bureau pour travailler. Mais en Montérégie, il y a un médecin qui a contracté la maladie dans son milieu de travail et qui a succombé à la maladie. Décloisonner les systèmes pour permettre d'y accéder de partout, bien, ça sauve aussi des vies au niveau des employés. Il faut être capable d'ajuster nos systèmes à mesure avec les besoins qui évoluent. On a besoin de collaborer entre les services, prendre des décisions rapidement, puis livrer après quelques jours et non quelques mois. Puis tout ça pendant que la pandémie fait rage. On dit en agilité qu'on construit l'avion en plein vol, mais c'est exactement de ça qu'on avait besoin. Donc, pour ça, on a mis en place un cadre méthodologique fortement inspiré du Scrum, qui est agile. Fait qu'on voit ces deux cycles de travail en parallèle, donc pour nous permettre de livrer aux besoins. Idéalement, on essaie de tendre vers des livraisons aux 2 semaines. C'est arrivé souvent qu'on a livré plus vite que ça. Donc, on met en place des rencontres de priorisation puis d'analyse avec les équipes du ministère. Puis quand les détails sont entendus puis approuvés, on envoie ça à l'équipe de développement. Eux, ils ont 2 jours à 2 semaines, dépendamment, pour développer la fonctionnalité. On envoie ça en acceptation, on forme les utilisateurs, puis ça s'en va en production. La philosophie de base de cette méthode-là, c'est d'être itératif. Donc, on commence en livrant juste ce qu'on a besoin pour démarrer, puis après ça, on s'ajuste avec les vrais besoins qu'on détecte sur le terrain. Et c'est grâce à cette approche et la collaboration extraordinaire qu'on a eue avec les gens du ministère et les partenaires, on a pu mettre en place une solution agile, solide, qui a servi de cadre numérique pour la lutte à la pandémie, qui a permis d'aider à gérer la situation d'urgence. Fait qu'on va regarder concrètement, c'est quoi les solutions qu'on a mises en place. Je vais vous parler un bref moment de la plateforme Equinox. Fait qu'on voit ici les fonctionnalités de la plateforme qui sont disponibles autant pour les agents de santé publique que pour les citoyens. Fait qu'on parle de suivi des contacts, gestion des éclosions, jusqu'à la preuve vaccinale qu'on connaît tous. Disponible dans des applications web, accessibles, autant sur ordinateur de bureau que sur mobile. On a configuré des engins d'interface avec une foule de systèmes externes, comme des systèmes de laboratoire, des référentiels provinciaux, Clic Santé, en utilisant des standards reconnus, le FHIR, le HL7, Smart Health Card aussi. Et tout ça sur une architecture cloud moderne qui nous permet de déployer rapidement. Pour finalement donner une couche d'accès sécurisé aux données aux gens du ministère pour avoir accès à des données centralisées en temps réel. Bon. Face à la quantité de travail manuel, bien, c'est sûr qu'une des premières choses à adresser, c'est l'automatisation. Puis, une des premières choses qu'on a automatisées, c'est le suivi des contacts. Fait un processus clé pour endiguer une pandémie, c'est l'identification puis le suivi des contacts. Il faut appeler les citoyens qui ont été en contact avec un cas positif,
et leur demander s'ils ont eu des symptômes, puis au besoin, les envoyer se faire dépister. Mais là, chaque appel prend environ 10 minutes. Ça, c'est quand on réussit à rejoindre la personne du premier coup, puis qu'elle ne passe pas son temps à nous poser des questions à savoir c'est qui d'autre qui est infecté à la COVID, parce qu'on n'a pas vraiment le droit de leur dire. On voit rapidement que le processus manuel ne suffit pas. On devrait les appeler à tous les jours parce que normalement, tu devrais aller te faire dépister 3 jours après le début des symptômes. Mais à ce moment-là, les agents, ils peuvent juste appeler après 7 et 14 jours. Donc, on est au début de la pandémie. On travaille de collaboration avec le ministère jour et nuit. Les belles histoires, là, si jamais vous croisez des gens qui ont travaillé dans cette période-là. Puis la première implémentation qu'on a mis en place, un questionnaire automatisé de symptômes, c'était fait en 3 jours. Et quand on sait dans le système qu'une personne a été en contact avec un cas positif, on lui envoie un questionnaire à tous les jours. Puis, les enquêteurs de santé publique, eux, ils ont accès à des indicateurs, on voit les drapeaux, ce qui leur permet de se concentrer sur les personnes les plus à risque. Au lieu d'appeler systématiquement tous les contacts, on peut aller juste cibler ceux qui ont besoin. Oui, on sauve du temps, mais aussi un système comme ça nous permet de suivre beaucoup plus de gens de plus près. Ça limite la contagion. Donc, quelques chiffres pour illustrer ce que vient de vous présenter Tania. En date d'aujourd'hui, on est rendu à 4 700 000 suivis journaliers pour les contacts et leur prise de symptômes. Il y en a 93% qui ont été automatisés et transmis par courriel. Donc, quand on se rappelle que ça prend environ 10 minutes pour rejoindre le citoyen et prendre la liste de ses symptômes, si on multiplie ça par 4 millions, un petit peu moins, il y en a 7% pas automatisés, là, mais on arrive à une économie de 190 employés à temps complet, soit épargnés ou en tout cas dont le temps de travail a pu être réaffecté à des tâches plus pertinentes, ce qui représente une économie pour le réseau de 15 millions. Et qu'ensuite, un autre élément qu'on a mis en place, c'est un questionnaire électronique d'enquête de cas. À la base, le questionnaire d'enquête de cas, c'est un document papier de plus de 20 pages qui est rempli par les enquêteurs et qui est retranscrit manuellement dans le système de vigie sanitaire. Le questionnaire électronique, lui, permet d'être envoyé directement aux citoyens par courriel, puis c'est lui qui peut faire la majorité de la saisie, puis l'enquêteur va juste la valider après. Un questionnaire électronique, c'est beaucoup plus facile à ajuster. Comme par exemple, dans le questionnaire, si vous voyez la période en orange, on demande aux gens entre 2 dates avec qui ils ont été en contact. On se rend compte au début, quand on déploie ça, qu'il y a beaucoup de confusion autour de ces dates-là. Puis aussi, avec l'évolution, selon le variant, ce n'est pas les mêmes périodes, la même durée. Ça devient très difficile, les instructions sont rendues vraiment longues. Donc, on met en place, dans le questionnaire électronique, la possibilité de mettre les bonnes dates pour la personne. Donc, on donne exactement la bonne période aux citoyens. Et puis, c'est plus facile de s'y retrouver. Ça, c'est juste un exemple. On a vraiment fait beaucoup d'ajustements en collaboration avec la santé publique tout le long de la pandémie pour ajuster des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles variables qu'on avait besoin de demander. Aussi, un autre avantage avec le questionnaire électronique, c'est les données qui sont validées à la source. Par exemple, pour un algorithme, quand on demande aux gens où ils sont allés, ce qui pisse là, on leur demande où ils sont allés. Pour un algorithme, 1, 2, 3, rue principale, puis 1, 2, 3, virgule, rue principale, ce n'est pas la même place. Donc, on a besoin d'avoir des adresses qui sont toujours pareilles. Pour les établissements reconnus, on a mis en place les référentiels du ministère, les référentiels provinciaux, les M02, M034 de ce monde, ceux qui vous peut-être élevés, on les connaît. Donc, pour les résidences de personnes âgées, puis les écoles, les garderies, etc. Et puis, pour ceux qu'on n'a pas de référentiel, on intègre l'API de Google. Fait que je l'ai mis, si vous le voyez à l'écran ici, on est capable de chercher autant par le nom de l'établissement que par son adresse. Donc, ça nous permet qu'à toutes les fois, l'adresse est rentrée de la même façon. Comme par exemple, le restaurant Zibo à côté, il va toujours être écrit pareil. Donc, si jamais, on va être capable de détecter automatiquement l'éclosion. On ne va pas se souhaiter ça. Effectivement. Donc au final, c'est 1 million d'enquêtes de cas qui ont été saisies dans la plateforme, dont 24% qui ont été renseignées directement par le citoyen.
Donc Tania n'aura pas eu l'occasion de vous présenter le questionnaire de cas au complet, mais c'est un questionnaire qui est quand même assez long, dans lequel on renseigne les milieux, les contacts, tout un tas d'informations. Donc ça peut prendre jusqu'à 50 minutes de le remplir de manière exhaustive. Donc si on se reporte à environ 250 000 enquêtes de cas renseignées par le citoyen, c'est 61 employés à temps complet dont le temps a été sauvé là-dessus, et une économie de 7 millions pour le réseau. Là, c'est certain qu'on n'atteint pas des résultats comme ça en travaillant tout ça. Donc maintenant, on va parler d'interopérabilité. Donc, un peu entre l'interopérabilité puis l'automatisation à la croisée, c'est l'automatisation de la déclaration des résultats de dépistage. Au Québec, il y a plus de 80 laboratoires qui ont été mandatés pour les tests de la COVID, qui ont à peu près 60 systèmes informatisés de laboratoires différents. Donc, autant de façons uniques de représenter des tests et des résultats. Il y a un nouveau partenaire qui s'est joint à nous, Nosotech, dans le fond, qui a été mandaté pour faire un seul point d'accès centralisé pour transmettre la donnée des laboratoires de façon uniforme et à la plateforme de santé publique. Ici, c'est vraiment la collaboration qui a été la clé avec les gens extraordinaires de Nosotech et du ministère, qui nous ont permis de travailler ensemble pour comprendre les nuances des données en fonction des laboratoires sources. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup plus de façons d'indiquer positif à la COVID que vous le croyez. Et comme dans l'évolution de la pandémie, on a voulu à un moment donné faire le suivi des variants. Donc, avec l'intégration presque directe qu'on avait avec tous les laboratoires et le travail d'équipe qu'on avait déjà établi avec les partenaires, bien, on a pu mettre en place, on a pu faire transiter la donnée du variant détecté jusqu'au tableau de bord dans toute la chaîne, dans le fond. Donc, ça a permis, par exemple, lors de l'émergence du variant Alpha à Montréal, avec les données de la plateforme, la santé publique a été capable de détecter les 2 premiers quartiers qui avaient été infectés par le variant, puis de déployer une vaccination ciblée dans 2 semaines après la première détection. Fait que ça, on considère que ça a contribué à aplatir la 3e vague et aussi à ralentir la progression du variant. Mis à part cet impact, l'automatisation des résultats de laboratoire, ça a eu d'autres impacts significatifs. On est en temps de pandémie, il est crucial d'isoler les cas et les contacts rapidement, donc de démarrer les enquêtes de santé publique le plus rapidement possible. Donc, le graphique que vous voyez là, il vous montre le délai moyen entre la déclaration d'un résultat de laboratoire et le début de l'enquête. Alors en septembre 2020, au début de la seconde vague, les cas commencent à réaugmenter, on est presque rendu à 24 heures pour ce délai. L'automatisation des résultats de laboratoire, elle a eu lieu fin décembre 2020, en plein pic de la seconde vague. Puis vous voyez qu'on a réussi à ce que la courbe du délai, elle ne suive plus la courbe d'augmentation des cas. On a réussi à stabiliser ce délai, voire même à le faire diminuer. Donc pendant le pic de la seconde vague, là, pendant les fêtes, on était à environ 2300 nouveaux cas par jour. Donc c'est un temps précieux qu'on vient de se sauver. On parle ici de 12 millions de résultats de dépistage traités, dont 780 000 résultats positifs qui ont donné lieu à la création d'une enquête de cas. Donc si on considère que c'est à peu près 5 minutes de renseigner manuellement le résultat dans la plateforme, c'est 41 employés à temps complet qui ont encore été épargnés et 3 millions d'économies pour le réseau. Donc, un autre exemple d'interopérabilité, c'est la preuve vaccinale. Fait que le ministère a demandé à ce que les citoyens reçoivent une preuve de vaccination électronique après s'être fait vacciner. Fini les petits papiers qu'on perd tout le temps. Il voulait aussi que les citoyens puissent aller chercher leurs preuves de façon autonome. Donc, avec les vaccins, les exemptions, s'il y en avait, et aussi la maladie. Donc, si tu avais déjà été positif à la COVID. Il y a un service existant qui existe qui émet des preuves pour voyager, mais c'est certainement pas capable de gérer ce volume populationnel-là de données en un si court temps. Et pour mettre ça en place, il a fallu faire parler entre eux tous les systèmes impliqués. Donc, le citoyen se fait vacciner, on reçoit une notification du registre de vaccination, on va vérifier l'identité du citoyen dans la RAMQ, on cherche dans la plateforme de santé publique s'il y a eu un résultat de test positif, puis après, on va voir dans Clic Santé pour aller chercher ses coordonnées parce que c'est la source la plus récente. C'est par là qu'ils ont pris leur rendez-vous pour le vaccin.
Puis ça nous permet d'acheminer aux citoyens une notification par courriel ou SMS de sa preuve vaccinale. Il y a aussi le portail des services qui est disponible parce que ça ne fonctionne pas à 100% des cas. Avec autant de systèmes interopérés, mais il y a autant de points d'échec possibles. Parce qu'on ne peut pas parler d'appariement, d'interopérabilité, sans parler d'appariement. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Moi, je ne le connaissais pas avant d'arriver chez Equinox. Maintenant, c'est rendu mon mot préféré. L'appariement, c'est assembler par paire des choses compatibles. Comme le nom d'un citoyen dans le système A, avec le nom d'un citoyen dans le système B. Non, pas si simple que ça. Dans un monde où les données sont transcrites manuellement d'un système à l'autre, il n'y a pas d'identifiant unique, non, ce n'est pas simple. Je pense qu'on pourrait mesurer la créativité des agents de saisie au Québec en comptant le nombre de façons différentes qu'ils ont d'écrire un mot. Chaque système a son propre algorithme d'appariement pour savoir est-ce que c'est la bonne personne. Un autre de nos défis, ça a été de ne pas en réécrire un nouveau. On a travaillé en collaboration avec les gens de tous ces systèmes-là pour réutiliser les algos, puis ainsi bénéficier des heures de développement qui avaient été déjà investies là-dedans. C'est certain qu'un des impacts, un des avantages collatéraux les plus significatifs de la preuve vaccinale, ça a été un assainissement massif des données. Le fait de rendre la donnée dans les mains des citoyens, de la rendre visible, de leur donner la chance de la corriger, bien là, ça a fait qu'on a vu une amélioration dans tous ces systèmes. Par exemple, moi, sur ma preuve vaccinale, je n'avais pas la bonne date de naissance. Donc là, j'ai été capable d'aller au centre de vaccination de ma région, parce que là, j'ai eu la chance d'avoir pas 2, mais 3 agents de saisie en train de m'aider à démêler tout ça, pour finalement se rendre compte qu'au registre de vaccination, ma date de naissance n'était pas bonne. Mon dossier n'avait jamais été apparié avec la RAMQ. Ce que des routines d'appariement qui ont roulé massivement au fil des années n'ont jamais pu trouver, ben moi, je l'ai vu d'un simple coup d'œil sur mes données. On dit que la lumière, c'est le meilleur agent blanchissant, n'est-ce pas? Donc, on parle de plus de 6 millions de personnes qui sont capables d'aller chercher leur preuve vaccinale, et même plus d'une fois, parce qu'on a 13 millions de preuves téléchargées. Puis ça, sans aucun effort supplémentaire de saisie de données, en utilisant, tout simplement, les systèmes qui étaient déjà en place. Sur le bouton. Grâce à tout ce qui a été réalisé dans la plateforme Equinox, puis tous les systèmes qui ont été interconnectés, on dispose maintenant d'une multitude d'informations sur la plateforme. Puis l'enjeu maintenant, ça va être de valoriser cette donnée, puis de la partager avec les gestionnaires et les décideurs qui, eux, n'ont pas d'accès à la plateforme, puis qui ont évidemment un besoin criant de ces données pour le suivi de la pandémie. Je vais donc vous présenter ce qu'on a mis en place en termes de tableau de bord, puis aussi d'architecture de données, de transformation numérique qui ont été nécessaires pour mettre tout ça en place. Donc c'est sûr que la pandémie, ça a vraiment mis en avant qu'une innovation était nécessaire pour répondre à ce besoin de consultation des données par le plus grand nombre. Pendant la première vague et le début de la seconde vague, le processus en place, en fait, c'est que l'INSPQ télécharge l'ensemble de la base de données sur les cas et les contacts à 16 heures. Alors pourquoi 16 heures? C'est parce que les chiffres qui vous sont présentés dans les médias vers 11 heures le matin, en fait, c'est les données de l'avant-veille 16 heures à 16 heures la veille. Donc l'INSPQ télécharge cette base de données qui grossit au fur et à mesure de la pandémie. À ce moment-là, ça peut prendre jusqu'à 1 heure à récupérer toutes ces données. Je vous rassure, on a fait des optimisations depuis, mais à ce moment-là, c'était comme ça que ça se passait. Ensuite, il y a tout le traitement des données qui était réalisé via des programmes SAS, là aussi encore assez lourds, qui faisaient beaucoup de choses et qui mettaient un certain temps, pour ensuite créer des fichiers Excel et Word très complets, puis qui étaient partagés par courriel avec toutes les personnes concernées. Donc il faut se rendre compte qu'en fait, si on voulait savoir la situation de la journée à 13h par exemple, ce n'était pas possible. Donc les gens attendaient comme à 18h de recevoir le fameux courriel qui allait leur dire combien de nouveaux cas il y avait eu dans la journée. Donc au cours de la seconde vague, avec le nombre de cas qui montait, c'était quand même gênant comme situation. Ça a donné lieu à quelques situations un petit peu cocasses, avec on a monté un marché noir d'informations pour dire à certaines personnes au ministère combien il y avait de cas dans la journée. C'est sûr qu'on a eu le mandat du ministère de la Santé d'améliorer cette situation, de passer plus sur une vue temps réel, de passer le liste de travail Excel à des outils de visualisation de données comme Power BI, et puis d'améliorer la sécurité de l'information, limiter le transfert de fichiers par courriel pour passer sur vraiment une plateforme d'accès à la donnée avec des accès nominatifs.
Donc le premier défi rencontré, c'est sûr que Power BI, c'était très peu utilisé à cette époque-là. Je pense que c'est M. Dubé qui a vraiment poussé à ce que cet outil se démocratise au sein du ministère. Donc en plus de ce changement d'outil, c'est ça aussi. Je crois qu'il n'y a pas trop d'analyse BI dans la salle, mais c'est souvent un défi auquel on est confronté. C'est assez difficile de faire changer les habitudes, puis de passer d'une consultation de fichiers Excel ad hoc à une consultation libre service de rapport prédéfini, même s'il y a beaucoup d'avantages à ça. L'autre défi qu'on a rencontré, c'est la peur de perdre le contrôle sur cette information qui avant transitait systématiquement par l'INSPQ et des spécialistes en épidémiologie. Donc il a fallu qu'on fasse des ateliers de travail pour expliquer en quoi les tableaux de bord qu'on allait monter étaient un outil complémentaire, de partager des indicateurs prédéfinis comme le nombre de cas, le nombre de décès pour pouvoir donner des tendances de la journée, pouvoir aussi partager des indicateurs qui ne sont pas épidémiologiques et qui avaient un intérêt pour les gestionnaires à suivre. Au final, on voit que les habitudes ont changé. Il paraît maintenant inconcevable de ne pas savoir le nombre de cas au courant de la journée. Donc là, vous avez la vision, alors temps réel, là c'est les données du 20 mars qui ont été figées à 13h14, c'est pas les données du jour, je ne voulais pas prendre ce risque avec la 6e vague qui est là, puis qu'on ait un pic extraordinaire de cas. Donc là on avait le nombre de nouveaux cas saisis, l'évolution par rapport à la veille, par rapport à la semaine précédente, une courbe épidémiologique sur les 3 derniers mois pour savoir rapidement où on est dans la vague. Un indicateur sur le statut de l'enquête, ça c'est le pourcentage d'enquêtes qui ont été initiées, c'est-à-dire qu'il y a un enquêteur de santé publique qui a vraiment commencé à démarrer son enquête, puis c'est un indicateur qui permet de voir quand il y a énormément de cas, si les régions sont encore à même de suivre le rythme des enquêtes. Puis le graphique en secteur à côté, il détaille justement le délai qu'il y a entre la date de déclaration officielle à la santé publique puis la création informatique dans le système. Donc quand ça va bien, généralement c'est vert et bleu, mais pendant les gros pics de cas, un petit peu plus coloré. La courbe à côté, ça montre la saisie des cas par demi-heure. Donc en bleu, c'est les données de la journée, et puis la courbe en pointillé gris, c'est les données de la veille. Donc ça permet quand on se connecte, comme là par exemple à 13h, on a l'évolution qui s'est passée la veille, puis souvent ça suit quand même à peu près la même tendance, donc ça nous permet d'avoir un bon estimé de ce qui va sortir comme chiffre à 16h. Bon, le nombre de cas par région, le nombre de cas par lieu de résidence qui permettent de cibler notamment les CHSLD et puis les RPA qui sont des milieux plus sensibles. L'autre indicateur un peu plus temps réel comme ça qu'on a mis à disposition, c'est le nombre de décès. C'est évidemment un indicateur épidémiologique important, mais c'est aussi un indicateur qui est médiatisé. Donc dans ce genre d'indicateur, c'est toujours bien d'avoir un peu plus du temps réel, parce que là vous pouvez voir qu'il y a un graphique par classe d'âge. Si jamais il y a des décès qui arrivaient sur des classes d'âge de 20 ans ou 30 ans, c'est sûr que la direction de la santé publique et la DGTI, ils allaient faire des vérifications pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'erreur de saisie dans la date de naissance par exemple. Puis c'est toujours mieux de faire ces vérifications le plus tôt possible, plutôt que quelques heures avant que les chiffres sortent dans la presse. Donc l'avantage d'être sur des outils de visualisation de données comme Power BI, c'est qu'ils sont très interactifs, sont assez ergonomiques et faciles à utiliser pour l'utilisateur. Selon comment c'est configuré, tous les éléments peuvent être connectés. Si jamais on clique sur une région, comme ici, la Mauricie, l'ensemble du rapport va se mettre à jour tout de suite, puis vous voyez que le temps de réponse est très bon. Power BI a des jeux de données qui sont préchargés, donc ça permet d'être vraiment réactif quand on interagit avec le rapport. Il y a également une zone de filtre sur la droite pour éviter de mettre non plus tous les axes d'analyse sur le rapport. Puis ça permet aussi de laisser une certaine liberté à l'utilisateur dans le choix de ses axes d'analyse. Par exemple ici avec mon graphique par classe d'âge, si jamais il y a un utilisateur qui lui voulait voir plutôt les 95 ans et plus, il va être capable d'aller chercher une petite flèche pour aller forer les données. Je clique sur la catégorie d'âge, puis je vais voir le détail par année, par exemple. Donc ça permet d'éviter des fois de devoir faire des demandes d'évolution de rapport qui peuvent être un petit peu longues selon les processus en place. L'autre chose que Power BI va permettre facilement, c'est que là on a des graphiques parce que c'est toujours plus visuel, mais si on veut avoir les données plutôt sous forme tabulaire, on peut aussi les afficher sous forme de tableau.
On va avoir les chiffres là, puis ensuite on peut les exporter ici au format CSV, puis les ouvrir dans Excel si vraiment on ne peut pas se passer d'Excel. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? C'est sûr que là, vous voyez, je vous présente aujourd'hui juste la partie temps réel. On a beaucoup d'autres rapports depuis. On est sur vraiment une application Power BI qui est en fait un portail d'entrée pour les utilisateurs sur toutes les données qui transitent par la plateforme Equinox. Donc le temps réel, tout le processus de dépistage et de traçage, il y a aussi l'outil d'auto-évaluation des symptômes, la plateforme de déclaration des tests rapides. Donc on a beaucoup de données, puis les utilisateurs ils peuvent accéder, ils ont tout à une même place. Puis l'avantage de ça, techniquement en arrière, c'est que c'est des jeux de données qui sont distincts. Donc on peut configurer la fréquence de rafraîchissement selon le besoin. Ici on est aux 30 minutes, c'est la limite que permet Power BI. Puis sur d'autres rapports, on va être à seulement une fois par nuit, par exemple. Et l'avantage aussi de ces jeux de données distincts, c'est que pour les accès, on peut vraiment les configurer au niveau du jeu de données. Donc on a certains utilisateurs qui vont avoir accès seulement aux tests rapides, d'autres à l'ensemble des données. Voilà. On peut configurer ça vraiment de manière très fine. Barbara vous a présenté la visualisation des données. Moi, je voulais vous parler d'une particularité de l'architecture de la plateforme qui est spécifique à l'analyse de la donnée. Peut-être que vous connaissez déjà ça. C'est une technique qui s'appelle l'event sourcing, qui consiste à enregistrer tous les changements, les événements qui se produisent sur la donnée. Ça nous donne des capacités d'audit dans le temps. Donc, on peut faire un voyage dans le temps. On n'a pas besoin de connaître tous les indicateurs qu'on veut d'avance. On peut retourner en arrière, rejouer nos événements et puis intégrer notre nouvel indicateur. Donc, ça rend le BI beaucoup plus flexible. Puis, on va voir que cette flexibilité nous a été très utile alors qu'on a mis en place des indicateurs de performance. Oui, c'est sûr qu'au début de la pandémie, l'analyse d'affaires en données a permis d'identifier un certain nombre d'indicateurs qui étaient surtout épidémiologiques. Puis on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait besoin de suivre des indicateurs plus de processus, de performance de ces processus. L'enjeu, donc on l'a déjà dit, c'est de pouvoir rejoindre les cas, pouvoir isoler les cas rapidement, de rejoindre les contacts aussi rapidement. Donc deux objectifs par rapport à ça: réaliser l'enquête épidémiologique le plus rapidement possible. Donc il fallait surveiller ces délais d'enquête. Puis c'est des indicateurs qui n'étaient pas faciles à mettre en place parce que ça a soulevé beaucoup de questions. C'est quoi le début d'une enquête? Est-ce que c'est le moment où on rejoint le citoyen? Est-ce que c'est le moment où l'enquêteur passe l'appel? Est-ce que c'est le moment où il ouvre le questionnaire, où il commence à renseigner certains milieux? Donc pour prendre cette décision sur c'est quoi la bonne date, le mieux c'est d'avoir toutes ces données à disposition. Puis c'est ce que nous a permis de faire l'architecture event sourcing. Tout ce que fait, toutes les actions de l'utilisateur sont tracées, puis on les récupère sous forme d'événements. Donc on a été capable de récupérer ces données puis de les analyser. Donc on a monté des ateliers de travail multipartis. Ça a été un bel exemple de la force des partenariats, avec l'INSPQ pour son expertise épidémiologique, le ministère pour sa connaissance fine des processus de chaque région, et puis nous, Equinox, pour notre connaissance technique de la donnée en arrière. Donc ça nous a permis de mettre en place notamment le délai de première complétion d'une enquête, puis d'avoir des alertes quand ces délais dépassaient 48 heures ou 24 heures, puis de les avoir par région. L'objectif opérationnel derrière, c'est de pouvoir identifier s'il y a des régions qui sont en difficulté, puis éventuellement mettre en place du délestage de personnel d'une région à l'autre. Puis ces indicateurs, après, une fois qu'ils ont été validés par tout le monde, on les a aussi partagés avec la direction de la planification stratégique et de la performance au ministère, qui s'occupe de monter les tableaux de bord pour le ministre. Donc c'est des indicateurs qui ont pu être largement partagés. Donc là, je viens de vous présenter ce qui a été fait au niveau front-end en termes de visualisation de données. C'est la partie visible de l'iceberg. Il y a tout un travail en arrière pour pouvoir monter ça de manière efficace. Au début de la pandémie, on était sur un modèle relationnel qui était difficilement évoluable, assez complexe. C'est un outil qui a servi pour le suivi d'Ebola, qui a été utilisé au début de la pandémie. Puis à Equinox, on est arrivé après pour pouvoir répondre vraiment aux spécificités de cette pandémie. Donc pour pouvoir monter le tableau de bord Power BI et puis notamment avoir aussi tous ces indicateurs de processus dont on vient de parler, on a rebâti une architecture de données au complet. On est passé sur
une modélisation dimensionnelle qui était plus facilement compréhensible, qui colle au processus d'affaires de la plateforme. En quelques mots, une modélisation dimensionnelle, c'est une table de faits au milieu. La table de faits, ça contient tous les indicateurs numériques, comme le nombre de cas, le nombre de décès, les délais. Puis ils sont rattachés à ça des dimensions. Donc dans notre cas, ça va être la dimension questionnaire de cas avec la date d'apparition des symptômes, si le citoyen a voyagé ou pas. Une dimension citoyen avec son nom, son prénom, toutes ces informations, des dimensions de milieu, de temps, etc. Je ne sais pas aller dans le bon sens. Donc là, les tableaux de bord qu'on vous a présentés, c'est pour surtout répondre à des besoins stratégiques, mais BI aussi peut permettre de répondre à des besoins opérationnels. Si le modèle de données en arrière il est bien construit, c'est assez facile de produire rapidement des rapports pour répondre aux besoins. On a eu un exemple là, pendant les fêtes avec le variant Omicron. Avec la flambée des cas, les enquêteurs n'étaient plus capables d'assurer toutes les enquêtes. Donc ils ont fait remonter le besoin de pouvoir prioriser ces enquêtes et notamment ils souhaitaient pouvoir se servir d'un indicateur qui est récupéré au niveau des laboratoires qui s'appelle la catégorie M et qui cible les populations à risque. Alors cet indicateur, il n'était pas directement dans la plateforme, dans les listes opérationnelles, mais côté BI, on l'avait dans le modèle de données. Donc on a été capable de mettre en place très rapidement un rapport Power BI et de le diffuser dans les régions pour les aider à faire face à cette flambée des cas. Un autre aspect pour répondre aux besoins opérationnels, c'est évidemment la vigie de la qualité des données, de repérer des doublons de citoyens, de milieux, des formats invalides, des incohérences dans les données, par exemple entre le NAM et les dates de naissance. Puis on a mis en place avec des outils ETL, c'est-à-dire on va dire la donnée à une place, on la transforme, puis on a créé aussi des fichiers Excel qu'on transmettait par courriel avec des listes pour les régions pour faire corriger la donnée. Et souvent, c'est ça, on dit que le BI se nourrit de l'applicatif, mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on a identifié des règles, par exemple, sur des numéros d'éclosion qui étaient invalides, puis ça posait problème pour l'appariement avec le registre des éclosions à l'INSPQ, ces règles, on les a fait remonter dans la plateforme, ce qui fait que maintenant, si un utilisateur saisit un numéro d'éclosion qui est invalide, ça va lui ouvrir une petite infobulle qui lui dit que c'est pas le bon format. Donc ça permet de corriger la donnée à la source, puis c'est toujours ce qui est idéal pour avoir des indicateurs fiables en arrière. Donc là, on est en train aussi de moderniser notre processus, de passer de fichier Excel à un tableau de bord opérationnel. L'avantage, c'est ça, c'est qu'on peut dire utiliser Excel, oui. Quand je parle si je reviens à mon exemple de rapport de liste de travail là, pour prioriser les cas, c'est sûr que Power BI, c'est pas le bon outil pour gérer ces listes de travail, c'est pas ce qui allait être pratique pour les gens sur le terrain. Mais ce qu'on a permis de faire, c'est que, en fait, comme c'est la suite Microsoft, tout est quand même assez bien intégré. On peut ouvrir Excel, puis se connecter à un jeu de données Power BI, ce qui fait qu'après, on est comme sur un tableau croisé dynamique classique. Il suffit de faire actualiser les données, puis le tableau se met à jour sans avoir besoin de faire des extractions quotidiennes, manuelles des données, puis de les transférer dans un autre fichier, etc. Puis l'autre avantage de ça, c'est qu'on a mis du Raw Level Security en place, c'est-à-dire des accès qui sont définis au niveau de la région, ça peut être aussi au niveau de l'établissement. Donc l'avantage de ça, c'est que si jamais il y a un utilisateur de Montréal, par exemple, qui transmet son fichier à un utilisateur de la capitale nationale, l'utilisateur de la capitale nationale, il va voir ces données qui apparaissent dans le fichier. Puis si jamais il transmet ça à un utilisateur qui, lui, n'a aucun droit, le fichier Excel, il va être vide. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage pour limiter le risque de fuite de données, d'avoir des données centralisées à une place. Ça peut être Power BI, ça peut être autre chose, mais pas local qui se balade de fichier en fichier, de poste de travail en poste de travail. Donc oui, pour conclure, je dirais qu'en termes d'exploitation de données, il n'y a pas un bon outil. On entend beaucoup parler de Power BI, mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément remplacer tout par Power BI non plus. Excel est très pratique pour gérer des listes de travail, SAS, SPSS, R pour faire des statistiques plus épidémiologiques, mais surtout pensez quand même à profiter des fonctionnalités qu'offrent les outils de visualisation de données comme Power BI pour tout ce qui est présentation et partage avec les utilisateurs. Et qu'on voit l'impact que ça a de valoriser la donnée à la source.
quand on peut utiliser la donnée, la manipuler, s'en servir autant pour les besoins opérationnels comme les listes de travail pour prioriser les enquêtes de cas, que pour faire le suivi des indicateurs clés. On puise dans le travail des agents sur le terrain, on leur donne les bons outils, la bonne information pour travailler, puis on s'inspire, on s'alimente de leurs actions sans plus. C'est comme ça qu'on réussit à avoir une vision d'ensemble et d'être capable de prendre des décisions. Pour toutes les solutions livrées en temps de pandémie, on parle d'un impact sur 7500 utilisateurs de santé publique et d'une économie de 750 employés à temps complet. Employés qu'on sait qu'on aurait eu de la difficulté à trouver en temps de pénurie de main-d'œuvre, comme on connaît en ce moment au Québec. Puis, on parle d'un 60 millions d'économies, puis 190 millions d'événements qui sont accumulés au journal, qu'on peut s'amuser à analyser à notre gré. Une chose que ces chiffres-là ne disent pas, c'est à combien de personnes ces solutions-là ont permis d'être épargnées de la COVID, d'avoir un lit à l'hôpital, d'avoir ses proches en santé à la maison. Fait qu'on voit que la lutte à la pandémie, c'est un long chemin parcouru, mais on sait que c'est pas fini. Il faut continuer à miser sur les nouvelles façons de faire qu'on a trouvées en temps de pandémie, qu'on a développées. Autant les avancées technologiques que humaines. La bataille de l'appariement n'est pas terminée. Mais on croit que la venue d'une identité numérique va rendre les choses plus simples, puis aussi permettre aux citoyens de consentir au partage de ces données. Ça va prendre des évolutions de la loi. Comme par exemple, il y a encore des normes qui obligent les régions à tout archiver en PDF alors que c'est disponible dans le système. Il faut travailler en mode agile, en collaboration, puis avec des partenaires. Parce que je ne peux pas terminer cette présentation-là sans vous dire que rien de tout ceci n'aurait été possible sans la collaboration puis le travail d'équipe extraordinaire qu'on a eu avec tous les acteurs impliqués dans les solutions. On a eu la chance de travailler en mode décloisonné, avec des gens dévoués, tout en mode solution. C'était pas rare d'être 3 ou 4 services, organisations dans le même appel, en train de collaborer ensemble pour essayer de trouver des solutions en partageant nos connaissances et notre expertise. Sans compter le travail extraordinaire aussi des gens sur le terrain qui ont eu à composer avec des nouvelles fonctionnalités à toutes très, très souvent. Fait que, on dit que c'est de la gestion de changement, du jamais vu pour tout le monde impliqué. On serait rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Je vois qu'on a un peu atteint le temps aussi qu'on avait. Oui. Merci, c'était très intéressant. Les enjeux d'appariement, d'intégration, très, très bien expliqués, qu'on rencontre aussi dans d'autres contextes. Je serais intéressé à vous entendre un peu sur les défis rencontrés dans les partenariats spécifiquement, sachant que le croisement du public et du privé, c'est quand même la confrontation de deux cultures de gestion de projet que vous avez amenés. Et quels sont les 3 éléments positifs que vous avez vécus et les 3 défis et quelles solutions que vous avez trouvées pour surmonter ça dans ce contexte qui était quand même assez stressant pour tout le monde? Je ne sais pas si je vais être capable de vous dire 3 défis et 3 solutions comme ça. Je peux vous dire que c'est une des rencontres qui m'a marquée, pourquoi que l'appariement me reste, quand on discutait avec des gens de l'INSPQ, des gens de Nosotech, pour justement faire cette espèce de chaîne-là des résultats de laboratoire. Écoute, je pense que c'est la collaboration, le fait que tout le monde était là pour arriver à trouver une solution. Au niveau technique, on a travaillé avec les données qu'on avait, déterminé les critères. On a considéré faire voyager des ID, des identifiants uniques d'un système à l'autre. Par contre, avec les délais qu'on avait, on n'a pas pu. C'était une des solutions qu'on avait envisagées. Par exemple, pour la maladie, parce que chaque système là son identifiant unique. Donc, plus on aurait pu le partager, puis le faire voyager d'une solution à l'autre, bien là, ça aurait été plus facile de faire le parcours. Si j'avais à envisager des solutions à venir, ce serait, à part l'identifiant unique de l'identité numérique québécoise, mais ce serait ça. Que ce soit plus facile d'avoir le NIU de la RAMQ, que ce soit plus facile d'associer ça avec l'identifiant unique
dans un CIL avec l'identifiant unique dans la plateforme de santé publique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Si je peux me permettre, je serais intéressé à vous entendre sur... Parce que l'idée, c'est que dans des projets comme ça, on est avec des gens TI, on est avec des gens dans le système de santé, on est avec des gestionnaires. Donc, les cultures professionnelles qui se croisent dans ce contexte-là, on ne parle pas des difficultés à se comprendre, on parle des langages différents, on a des relations hiérarchiques, vous avez fait référence à ça, dans différents. Donc, comment vous avez vécu ça et comment vous avez surmonté certains défis rencontrés par rapport à ça? Bien, je vous dirais, moi, personnellement, je suis arrivée dans le domaine de la santé en rejoignant Aquinas. Mais moi, je n'ai pas perçu ça. Donc, on arrive dans une rencontre, il y a 10, 12 personnes, il y a des gestionnaires, il y a des spécialistes, il y a des gens de TI. Moi, je ne le sais pas, ça. Puis, je m'en rends compte après. On fait la rencontre, puis comme je dis, tout le monde partage son expertise, tout le monde amène sa spécialité. Puis là, des fois, après, là, je comprends pas trop pourquoi on est allé dans cet angle-là. Ah, ben ça, c'est parce que c'est un gestionnaire. Ou, ah, ben ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la donnée ou la santé publique. Fait que, personnellement, en temps de pandémie, j'ai pas vécu ça avec les gens avec qui on a travaillé. C'est quand je dis collaboration extraordinaire, c'est vraiment ça. Puis, on me dit que c'est pas typiquement comme ça. Mais si vous voulez parler d'appariement, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourra en jaser plus en détail. Oui? C'est plus de témoignages, parce que dans toute la tempête COVID, il me semble que toutes vos solutions marchaient bien. C'était vraiment bien. C'était des choses stress de moins quand tu faisais l'activité texto, rentrais, tu allais sur le portail, tu faisais des beaux-parents qui me disaient je vais le copier, imprimer mon code QR, ça prenait 2 secondes. Ça a super bien marché, fait que bravo, juste le mentionner, j'ai réalisé que c'était toutes les autres, c'est des bouts qui marchaient bien. Merci. Vous dites que c'était juste nous. Je vais quand même dire que c'était toutes vos solutions. Toutes nous. Fait que c'est ça. Vraiment beaucoup de gens impliqués dans toutes ces solutions-là. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Eh bien, merci beaucoup.